Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver mardi 8 avril 2025. Bitcoin face à la trade war, guerre commerciale Bitcoin, face à l'attente, l'espoir, peut-être, de voir bientôt. Alors, soit numéro un, des accords commerciaux, numéro 2, un collègue, un ami, analyste m'a suggéré cette expression. Vous connaissez l'expression le Fed put, ou le pivot de la Fed. Le moment où le choc financier est tel que l'autorité monétaire agit, assouplit sa politique monétaire. Bien, cet ami me suggérait l'expression pivot de Trump, ou Trump put. Le moment où le risque global macro, financier au global macro est tel. Non mais, la bourse, déjà le crack du S&P 500, là, en amplitude, c'est comme le crack Covid. C'est beaucoup plus violent que le bear market de 2022. Je ne sais même pas comment Bitcoin n'est pas tombé à 20K direct. Rappelez-vous le crash Bitcoin Covid, qui est tombé de 10 à 3000. Là, il n'a pas été divisé par 3. Résiste. Bon, mais il me suggérait cette expression, le Trump put. Le moment où, si les marchés boursiers s'effondrent, moins 50, moins 60, tout le système bancaire tombe, les banques tombent, les entreprises tombent, les tarifs douaniers, ça ne servira plus à grand-chose. Il y aura un moment où, vous savez, moi je me souviens du premier mandat de Donald Trump. 2 ans de surenchère. À l'époque, c'était la Chine. Pendant 2 ans, surenchère, droit de douane, droit de douane, droit de douane. Et puis à la fin, est arrivé un accord commercial. Vous, vous, vous ne vous en souvenez plus. J'ai réussi à le dire. Essayez de le dire, voilà, c'est difficile. Moi, je m'en souviens, mais on l'a vite oublié. Parce qu'il est arrivé en décembre 2019, le Phase 1 Trade Deal. Pourquoi est-ce qu'on l'a tous oublié alors qu'il arrive en décembre 2019? Retour dans le passé. Décembre 2019. 2 mois plus tard, c'était oui, le confinement, la crise sanitaire, etc. Donc, tout le monde s'en foutait. Le commerce était mis entre parenthèses. Bon. Donc, oui, un accord commercial est possible. C'est une question d'ego. Soit c'est l'ami Trump, qui est plus tellement notre pote quand même. Hein. Voilà. Peut-être que ça redeviendra notre ami plus tard. Il accepte, même il demande de négocier. Soit c'est la Chine. Mais la Chine, pareil, elle tape du poing sur la table. La Chine, elle se positionne. Posture égo. Mais à un moment ou à un autre, même la Chine. Regardez ce qu'a fait Shanghai Shenzhen lundi, moins 10. Eux aussi. Ils peinent d'ailleurs à relancer leur consommation des ménages. Alors si en plus ils se tapent un crack boursier, ils en veulent pas. Bon, alors, pour s'en sortir et croire encore à un cycle qui selon moi n'est pas terminé. L'année est longue, heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'elle est longue. Heureusement qu'il nous reste 3 trimestres. Avec 50 pays ont déjà demandé aux États-Unis un accord de négocier. On a besoin de l'Union européenne, de la Chine, du Japon et de quelques grandes puissances asiatiques qui acceptent de négocier, et on est bon. Bon, il faut que l'autre en face ait aussi envie de négocier. Il a une personnalité quand même, comparé à son problème. Après, il approche 80 ans, le gars. Il approche 80 ans, donc personnalité. Regardez dans votre entourage les personnes qui ont autour de 80 ans. Bon, alors. Alors, la Fed, non mais vous savez que là, on n'est pas en récession. Il y a une différence entre la probabilité d'une récession qui augmente si on part en guerre à outrance commerciale pendant 6 mois. La réalité économique, là, il n'y a pas de récession. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution rapide pour pas qu'on s'installe dans ce régime des tarifs douaniers. C'est le sentiment d'anticipation de la récession qui est très élevé. La peur. Et puis là, le krach boursier a été violent. Moi, je suis surpris que Bitcoin ne soit pas tombé à 20K d'un coup. Alors qu'on a fait, les indices boursiers ont fait quasiment le même crack que la crise Covid. Surpris. La Fed, le pivot de la Fed, une éventuelle baisse de taux dès le mois de mai. Certains pensent même une baisse de taux en urgence avant, on verra. Trump,
des accords commerciaux. Bon, enfin, voilà des choses qui peuvent nous sortir de la panade d'ici la fin du mois. Donc, on va parler de ça. Je vais faire un gros point technique S&P 500. Le pétrole. Un mal pour un bien. Là, les amis, dans 2 mois, on parle plus d'inflation. On parle de déflation. Les prix des matières premières en effondrement. Le pétrole en chute. Les prochains taux d'inflation, les gars, au sud. C'est mécanique, c'est mathématique. Les droits de douane, rien à cirer. Avec de telles baisses du prix des matières premières, vous allez voir l'inflation nominale. Donc la Fed, là, elle pourra pivoter tranquille. Mais bon, si entre-temps on se mange une réflexion. Enfin voilà. En tout cas, donc, on va parler du pétrole, on va parler du S&P 500, on va parler de toujours ce qui est la lueur d'espoir. Cette fameuse liquidité qui fait des nouveaux records historiques. Combien de temps elle va bientôt arriver sur les actifs risqués. Je refais un point complet sur cet aspect temporel, les hypothèses, le contenu, les composantes. Puis bien sûr, on se fait un point technique. Bitcoin, altcoin, c'est parti. Parenthèse sécurité financière, sécurité boursière en ligne, messieurs, dames. Vous vous êtes déjà fait pirater ou vous craignez de l'être? Alors téléchargez NordVPN. Le principe d'un VPN, toute votre activité en ligne est chiffrée, anonyme. D'ailleurs, vous pouvez vous géolocaliser où vous voulez. NordVPN, 2 outils sont l'ami, l'allié du trader crypto et même de l'investisseur en bourse de manière générale. Protection anti-menace et NordPass. Je commence par NordPass parce que c'est du lourd. Pour votre portefeuille crypto, le risque principal, c'est l'attaque frontale au mot de passe. Il vous faut un mot de passe archi sécurisé, de très très haute sécurité. C'est ce que fait NordPass. Il vous en génère des mots de passe introuvables. Il faut les stocker aussi. D'ailleurs, votre carte de paiement crypto, il faut aussi la stocker. NordPass permet de faire tout ça. Il permet même, en fait, ensuite de se connecter automatiquement via le stockage de mots de passe au site que vous visitez. Et puis, si vos identifiants circulent déjà sur le web, avec la fonctionnalité surveillance du dark web, vous serez averti pour les changer à temps. Bon, protection anti-menace, c'est pour vous protéger contre tous les chevaux de Troie. Non, pas ce cheval de Troie. Protéger contre tous les liens malveillants, les publicités malveillantes, les sites web malveillantes. En fait, tout ce que vous téléchargez, protection anti-menace, analyse, supprime s'il y a le moindre danger. Et en plus de ça, vous pouvez vous connecter à tous les réseaux Wi-Fi publics, externes, en toute sécurité, puisque protection anti-menace sera là pour vous protéger si un pirate essaye d'attraper vos données personnelles. Les amis, j'ai une offre exceptionnelle. Mais il faut passer par mon lien. Mon lien qui se trouve en description. Je vous offre 4 mois sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Alors, foncez en description. Allez, c'est parti les amis. On garde l'espoir d'un accord commercial entre la Chine, les États-Unis, les États-Unis, l'Union européenne, pardon. Vous savez que ça avait déjà eu lieu lors du premier mandat de Trump. Et 2 ans de surenchère de droits de douane, de choc, de volatilité sur les actifs risqués. Finalement, ça avait terminé tout en haut, suite à un accord qui s'appelait Phase One Trade Deal de décembre 2019, mais que tout le monde a zappé parce qu'ensuite c'était la crise sanitaire et voilà quoi. Bon, alors, nous allons commencer, ça me gratte le crâne là, ça me gratte le crâne. Alors, ouais, les amis, moi je passe pas 30 ans le matin en salle de bain me laver les cheveux là. Vous voyez, ça c'est un peu l'avantage d'être chauve. Il y a des désavantages et il y a des avantages quoi. Moi, j'ai souvenir d'ex-copines passer 1 heure et demie dans la salle de bain, saoulait, et moi 5 minutes, boum, hop, impeccable. Alors, donc oui, S&P 500, un support majeur à défendre coûte que coûte. Pour l'instant, il semble être défendu, mais c'est tendu du slip. Vous avez sous les yeux un triptyque qui expose en haut à gauche les bougies japonaises en données mensuelles du S&P 500. Donc vraiment graphique de long terme. Là, vous voyez que alors, on vient de faire pire que le choc du Covid, hein, les guys. Le bear market de 2022, il était mignon, il était lent, structuré. Là, on vient de se faire le choc du Covid. Ça arrive tous les 3-4 ans. Et à chaque fois, dans un choc comme ça, tu buy the dip, c'est là où tu fais des gros gains. C'est ça le truc aussi, c'est que quand ça drop, tout le monde a peur, personne n'achète, mais quand c'est dans l'euphorie tout en haut, tout le monde achète, sauf que c'est le point haut. Et donc, il faut mieux
est-ce que le bottom est peut-être pas fait, hein, mais moi je pense qu'il va être fait ce mois d'avril. Mais voilà, c'est un peu la question, by the dip. Donc déjà, S&P 500, corrélation avec quand même même si Bitcoin surperforme, vous allez voir. Mais voilà, au final, donc ça permet de voir un peu qu'on a fait pire que le Covid. En données hebdomadaires, donc on revient en fait sur l'ex-record de 2021. Vous voyez ici, c'était... donc le premier mandat de Trump, au passage, c'est ça que je voulais vous montrer. Le premier mandat de Trump, vous aviez eu une belle guerre commerciale ici de 2 ans, avec donc régulièrement des chocs de vol, mais ils étaient bébés, ils étaient mignons, parce que ça c'est le choc de la crise sanitaire. Mais regardez là c'était le Covid. Et là on s'est fait pire. Là ça pourrait être un Covid bis, hein. On a fait pire. Ce qu'a déclenché Donald Trump, là c'est pire que ce qui a été déclenché pendant le Covid. Mais donc pendant la guerre commerciale, vous voyez qu'il y a eu régulièrement des drops en 3 temps, mais à chaque fois ça s'est repris. Et donc ici il y a eu, à la fin, au bout de 2 ans, un accord commercial entre les États-Unis et la Chine qui s'appelait Phase One Trade Deal. Et tout le monde s'en fout, tout le monde a oublié parce qu'il y a eu la crise sanitaire depuis. Donc, l'enjeu pour le S&P 500, c'est de tenir ce niveau. C'est l'ancien point haut du cycle précédent, le bull market, le niveau des 4008-5000. Alors c'est tendu, il y a de la vol. Regardez un peu la séance d'hier, lorsqu'il y a eu une fake news. Fake news, comme quoi les droits de douane allaient être suspendus pendant 3 mois, le temps de négocier, mais c'est peut-être ce qui va se passer. Là, ça négocie partout, hein. L'Union européenne fait des propositions. Il n'y a que la Chine qui lâche rien. Tout le monde, l'Union européenne a même proposé droit de douane à zéro pour tout le monde, mais bon, Trump veut que l'Union européenne achète pour autant que de déficit commercial. Donc c'est 200 milliards, voilà. Il veut tout. Donald veut le beurre, l'argent du beurre, et faire un petit bisou à la crémière. Il veut tout. Donc, le SP500, alors après un drop comme ça, moi je me dis Bitcoin s'en est pas trop mal tiré. Mais voilà, donc ça c'est le niveau à tenir impérativement. Pour vous montrer à quel point on est quand même dans une zone d'opportunité, là vous avez le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. À chaque fois qu'on arrive dans cette zone, donc là actuellement vous avez, il n'y a plus que 7% des actions attendez, je vais la caméra. Il n'y a plus que 7% des actions du S&P 500 qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. On est quasiment revenu au bottom du crack Covid. Systématiquement, dans cette zone-là, on se retourne à la hausse. Là, on est même plus bas que le point bas de 2023, que le point bas de mars 2022, et même plus bas que le point bas du bear market précédent. Là, ça, les amis, ça arrive tous les 4 ans. Tous les 3-4 ans, on est dans des zones d'opportunité. Moi, je vous livre des éléments, après, vous décidez si vous baillez le dip ou pas. Mais d'un point de vue quantitatif, c'est quand les actions enchaînent, regardez le CAC, regardez le DAX, quand les indices font moins 15, moins 20, moins 25, tout le monde sait qu'il faut aller sur les actions qui font des... C'est toujours le moment d'acheter du total, c'est toujours le moment d'acheter des bonnes grosses valeurs bien solides avec des free cash flow, et ça arrive que tous les 3 ans. Et après on s'en souvient, ah j'avais acheté dans le drop, machin, j'ai fait... Et puis dans 2 ans, on a une méga plus-value. Là ici, j'ai le S&P 500 avec toutes les récessions. Donc depuis 100 ans. Là, dites-vous bien, nous ne sommes pas en récession. Il y a une différence entre la réalité économique actuelle, qui est ça tourne, le chômage est bas, etc. En fait, c'est le sentiment, c'est la probabilité d'une récession qui a augmenté. Mais le SP500 s'est comporté comme si on était en récession. Comme si on était en récession. Alors, on n'a pas fait pire. Le drop de la crise sanitaire, c'était moins 32. Hein. Là, c'était la récession, enfin, c'était le bear market de 2022, moins 25. Là, on est quand même à moins 17. Et encore, il y a eu un rebond. Hein. Là, c'est le cours de clôture. Mais sur des craintes de récession. C'est pour vous montrer. Donc, si des accords commerciaux arrivent, cette baisse n'est plus justifiée. Le réservoir des vendeurs est archi rempli. Il peut se vider. Sentiment pessimiste. Les creux se construisent dans la peur. Voilà, pas être plus dans la peur. Alors, un mal pour un bien, le pétrole. Voilà. Un mal pour un bien, le pétrole. Le pétrole nous fait le même breakout baissier que c'était le pivot de la crise sanitaire. Regardez ici à l'époque. Le niveau des 65 $, c'était le point de départ du choc de la crise sanitaire, lorsque le virus commençait à sévir en Chine en décembre-janvier 2020 et est arrivé en Occident
la chute, et là, le pétrole négatif. C'était sur l'échéance d'avril, c'était le contrat futur. Et là, ça fait 2 ans qu'on se maintient au-dessus des 65 $, qui était le niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire, et qui sépare expansion de récession. Et là, on bascule en dessous, sur des peurs de récession. Et ça, c'est un mal pour un bien. Tout le monde parle de risque de vague d'inflation avec la droite douane. Les guys, il n'y a plus d'inflation. Donald l'a dit, there is no inflation. Mais pourquoi? Parce que le prix des matières premières s'effondre. Je vais vous montrer l'inflation temps réel. C'est mathématique. Le prix des matières premières s'effondre. Il va y avoir des accords commerciaux en plus, progressivement. Les droits de douane ne vont pas créer une seconde vague d'inflation si le prix des matières premières s'effondre, si la consommation s'effondre. Mécaniquement, les prix s'ajustent à la baisse. Mais vous allez voir. Je ne dis pas qu'on sera en déflation, mais dans 2-3 mois, on est à la cible de la Fed. Et la Fed pivote. La Fed pivote, pour moi, la Fed pivote ce printemps. Ça, le signal, ça va peut-être réintégrer, parce que justement, ce ne sont que des craintes, il y a des accords commerciaux, on va réintégrer. Mais le delta sur un an du prix du pétrole est archi négatif. Ça va écraser les taux d'inflation. Alors, cette semaine, vous avez le CPI. Je ne dis pas que le CPI du jeudi 2 avril va pas s'écrouler, puisqu'il porte sur mars. Donc là, tous les mouvements récents, ils ne seront pas dedans. Mais vous allez voir que le CPI publié ensuite en mai-juin, ça va être le Sud, le Grand Sud. Donc ça, c'est un mal pour un bien. Cette cassure sur le prix du pétrole, c'est vraiment le mal pour un bien. C'était comment dire, ici, vous aviez est-ce que c'était c'est pas le graphique que je voulais vous montrer. Et je recherche. Je sais plus ce que c'était. J'en avais un. Ah non, mais c'est pas ça, n'importe quoi. Hop. J'en avais un autre que j'avais créé à l'époque. Voilà, pétrole et récession. Voilà. Bon. Alors, dans chaque effondrement du pétrole, c'était pas l'inflation, c'était la déflation. Bon, là, c'est quand même pour vous montrer que. Voilà, là, c'était le point de départ de la crise sanitaire en Chine. Vous voyez un peu ce qu'on est en train de casser. La semaine n'est pas finie, on verra. Alors, il faut arrêter à ce moment-là de parler de risque de vague inflationniste. Sauf si guerre commerciale à outrance sans accord. Mais là, depuis 3 jours, on ne parle que de négociations. Et Donald, il ne veut pas d'inflation. D'ailleurs, lui-même met en avant dans ses tweets, le pétrole s'effondre, Popo baisse les taux. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui vont nous profiter, qui me font garder espoir dans le cycle. L'inflation nominale va être écrasée par cette chute du prix du pétrole, mais ce sont toutes les matières premières agricoles qui se sont pris une claque. Toutes. Donc cette semaine, vous avez la mise à jour de l'inflation CPI. Ça tombe le jeudi 10 avril, ça porte sur mars. Actuellement, en nominal, elle est à 2,8. En sous-jacente, elle est à 3,1. Je ne vous refais pas tous mes indicateurs avancés, mais ils sont optimistes. L'algorithme de la fête de Cleveland, qui a été mis à jour hier, enfin lundi 7, nous dit que ça tombe de 2,8 à 2,49 en nominal. Et 2,99. Et regardez, pour avril, le PCE tombe à 2,17. Et regardez, en version trimestrielle, on est déjà à 1,60 sur le PCE et 1,29 sur le CPI. La Fed, c'est 2, donc elle peut déjà pivoter d'un point de vue trimestriel en nominal. Vous voyez, il y a déjà des effets. Bon, alors si quelqu'un voit une seconde vague d'inflation, donc là vous avez l'inflation temps réel. Le premier qui me voit une vague d'inflation se manifeste et me dit où elle est. Je la vois pas. Là, je ne vois pas de vague d'inflation. J'ai même plutôt l'impression que les prix s'effondrent. Et pourquoi? L'offre et la demande. Les prix, c'est l'offre et la demande. Il y a du stress depuis plusieurs semaines. Les consommateurs, ils ont levé le pied. Ils attendent. Augmentation de l'épargne. On ne sait pas comment ça va se passer. Les entreprises sont en stand-by, statu quo. L'activité ralentit, pas comme le Covid, mais ralentit face à l'incertitude. Les prix ne montent pas quand l'activité ralentit. Les prix ne montent pas. Donc, ceux qui parlent de seconde vague d'inflation, c'est les vidéos, c'est les collapsologues, c'est les permabères, et qui veulent faire une vidéo à 400 000 vues sur YouTube. Voilà. Alors que moi, je vais rester optimiste et je vais faire 10 000.
Sauf si vous êtes super sympa que ça fait un peu plus. Mais non, mais c'est toujours pareil. La vidéo optimiste, elle fait 10 000. Je m'en fous hein, du nombre de vues. La vidéo collapsologue, elle fait 400 000. Voilà. Donc, hier, j'ai vu des choses circuler comme quoi, des vidéos qui disaient vous vous rendez pas compte, c'est la fin du monde. Surtout n'écoutez pas ceux qui pensent que ça peut stabiliser. Vous vous rendez pas compte. Et elles font 1 million de vues, ces vidéos. Toujours pareil. Toujours pareil. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est cool pour l'inflation. Et d'ailleurs, le marché anticipe maintenant 4 à 5 baisses de taux de la Fed. Alors, est-ce que la Fed va baisser ses taux dès le 7 mai? Il faudrait vraiment que ça parte en sucette d'ici là. Moi, je pense toujours sur juin. Et dans tous les cas, on va avoir nos 4-5 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Notre cycle termine en fin d'année. C'est cool, c'est impeccable. Rappelez-vous, notre cycle termine entre septembre et décembre. Notre cycle termine entre septembre et décembre. Bon, bien sûr, il faut tenir les 65-70 cas, mais voilà, il y a quand même des choses. Alors justement, dans les lueurs d'espoir, vous le savez, cette fameuse liquidité mondiale. Alors attention, attention. Rappelez-vous le principe de base. La liquidité mondiale en orange fait un nouveau record historique depuis le début de l'année. La question est de savoir quand est-ce qu'elle se déverse sur les actifs risqués. Il y a deux théories. Ce sont les chaînes américaines. Je repompe leurs data, vous pouvez les trouver. Ils ont fait des études de corrélation. La première étude de corrélation dit qu'il faut en moyenne 80 jours pour que ça arrive. C'est vrai que là, je superpose la liquidité avec le décalage de 80 jours. J'ai utilisé ça pour faire le décalage de 80 jours. Ça ressemble beaucoup à la courbe du BTC. Et là, on aurait fait le dernier drop, et ça nous dit qu'à partir du 10 avril, on est censé repartir en pump. Regardez, hein, là, on a eu un choc, ça correspond, le dernier choc correspond en fait à toute cette phase de liquidité en baisse. L'autre école, c'est 108 jours. Ça peut, effectivement, sur le plus court terme, regardez, avec un décalage de 108 jours, donc ça veut dire qu'il n'y a pas... Alors, il y aurait une stabilisation en avril, il n'y aurait pas de pump avant... Attendez, je dégage ça. Donc voilà, ça c'était le premier. Hein, donc 10 avril à 22 juin. Et le décalage de 80 jours. Et décalage de 108 jours, il faudrait attendre début mai. Mais il y aurait une stabilisation en avril. Et c'est vrai que le décrochage récent semble corrélé à ce décrochage de la liquidité. Encore une fois, j'ai décalé de 108 jours. C'est pour ça que c'est dans le futur. Et en fait, ça, c'est pas dans le futur. C'est le rebond de la liquidité depuis le début de l'année. Mais comme il faut du temps pour que ça se déverse sur les actifs risqués, il y a ce qu'on appelle les time offsets. Le lag, le débat, il est de 108, la moyenne est à 80. C'est entre les deux. Ça fait toujours partie des lueurs d'espoir. Mais la vraie lueur d'espoir, ce M2 mondial, tout le monde en parle, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la liquidité nette aux États-Unis qui est en train de partir en pump parce que la Fed a quasiment arrêté la réduction de son bilan. Et ça, c'est de la boulette. La liquidité nette US part en pump. Le problème, c'est qu'en face de ça, il y a de l'incertitude. Pour que la liquidité nette, et pour que le M2 mondial se déverse, il faut que l'incertitude diminue. C'est toujours pareil. Incertitude plus liquidité. L'incertitude, elle est au même niveau que la crise sanitaire du Covid et au même niveau que la crise financière de la bulle Internet. La crise financière de 2008, etc. Donc, il y a une grosse incertitude. J'ai piqué ça sur une chaîne. Pour que cette liquidité ait envie de se déverser, il faut que l'incertitude soit levée. Pour que l'incertitude soit levée, il faut des perspectives d'accords commerciaux. Dès qu'on a des perspectives d'accords commerciaux, cette liquidité nette US tient compte du bilan de la Fed et des opérations de reverse repo. Et tout ce bordel sur le M2 mondial, soit 80 jours de décalage, soit 108, finira par se déverser. Bon, pour Bitcoin, écoutez, on ne va pas tergiverser. Tout le monde sait que l'objectif, c'est ça. Voilà. Pour y croire, il faut tenir ça. Alors, avec le drop récent, on a fait le pullback. Donc, épaule tête, épaule inversée, tasse avec ce que vous voulez. On a donc un retest de la trendline. Ça a un tout petit peu chassé de la liquidité en dessous. Bon, en données hebdomadaires, on essaie de s'accrocher à la MM50. Hein, le H-Ribbon nous donne toujours de l'espoir. Et en daily, je trouve que, regardez, on a une pattern là, regardez. En cours de clôture, ce truc-là, la div, ce machin bidule, la div,
ce machin bidule, la div, mais il faut dépasser une résistance. Ici, vous retrouvez ici cette trendline là, sur laquelle on a un peu chassé en dessous. C'est celle-là. Vous voyez, on a un petit peu chassé en dessous. Donc, c'est vrai que ça fait un peu bord du gouffre technique et que là, à un moment ou à un autre, il faut des bonnes nouvelles. Il faut des bonnes nouvelles pour éviter d'aller chasser là-dedans. Parce qu'en dessous, il y a une autre trendline qui est celle-ci. Et c'est plutôt du 65K. Moi, je vais croire au cycle tant qu'on tient 65. Je me dis, dans le pire des cas, on chasse par ici. Par contre, on explose 65, on pète tout. Il va peut-être falloir se rendre à l'évidence que le cycle est terminé. Et donc, voilà, on a donc, là, je décale, là, donc on a ce bidule, cette structure là, boum boum, la pattern boum boum. Bon. Maintenant, sans dépassement de résistance, il n'y a rien, donc il n'y a pas de signaux de force encore. Il faudrait être capable en fait d'éliminer la bougie de drop du 6 avril. Il faudrait être capable de redépasser les 83-84K pour commencer vraiment à se dire que nous sommes proches d'un bottom. Donc la situation reste quand même tendue. Chaque jour qui passe là va apporter de l'actualité, et en particulier les tarifs douaniers s'appliquent à partir du 9 avril. Il y a une surenchère avec la Chine. Donald menace de rajouter 50% de droits de douane. La Chine dit rien à foutre, on fera pareil. Ça va pas aider. Donc, et le pire, c'est qu'a priori, il y a eu des demandes de négociation de la part des autorités chinoises. Donald a dit non. Le mec, il a envie de nous pousser un peu à plus à bout. Donc voilà, ça va un peu dépendre de ça. Ça va un peu dépendre de ça. Pour moi, le plus important, alors, il y a quand même des choses. Hein. Bitcoin surperforme. Le ratio Bitcoin S&P 500 a tenu ce support, il a même pumpé. Le ratio Bitcoin Gold essaye de tenir ce support. Il y a donc eu une relative résilience. Maintenant, de toute façon, le débat est là. Hein. Il y a soit la stabilisation d'avril, et on pump vraiment en mai, c'est le décalage de 108 jours. La stabilisation d'avril, et on pump vraiment en mai, décalage de 108 jours. Ou du coup, le décalage de 80 jours. Et là, vers 10-15 avril, on profite enfin du rebond de cette liquidité mondiale. Ce sont les deux débats du moment. Et puis, et de toute façon, il n'y a pas le droit à l'erreur sur la clôture mensuelle d'avril. Elle ne peut pas être dégueulasse. La clôture mensuelle d'avril ne peut pas être à chier parce qu'on active cette divergence et qu'on croise sur le MACD mensuel et que ce sera foutu. Donc, il nous faut forcément une bonne clôture d'avril. Donc, on a 3 semaines pour arriver à préserver les supports et même idéalement commencer à dépasser au moins une petite résistance. Alors, bon, du côté des alts, toujours un graphique de l'espoir qui est sympathique, le ratio Others sur Bitcoin, la trendline, la div, point de départ de la saison. Mais à suivre. Merde, pardon, excusez-moi, c'est vrai que mon visage à droite cache tout là depuis tout à l'heure, j'essaie de décaler, mais vous voyez, hein, c'est cette ligne de tendance, 1 point, 2 points, 3 points. Ça commence à diverger, ça peut être quelque chose à surveiller pour un renversement. Pareil hein, pour le total 3. Le total 3 où on est revenu au point de départ du pump de la victoire de Trump. Ça peut tenir encore la route pour un A égal C. Pareil, là, à un moment ou à un autre, il va falloir quand même des signaux de force et que le marché soit capable de dépasser quelques résistances. Et donc, en bref, les autres marchés, mais de toute façon, tout le monde attend Bitcoin. Alors, le cours de l'ETH est revenu sur son ancien record historique. L'ancien record du cycle précédent. Enfin, non, du cycle de 2 cycles en arrière. Les fameux 1530 $. Ah, c'est vraiment le niveau à tenir, quoi. Bon, ça a chassé un peu en dessous. Bon, là, cette div, elle a rien fait. Vous voyez, il y a aussi la petite pastille bleue du H-Ribbon, mais on est revenu. Regardez bien. Hein. C'était le record de décembre 2017.
les 1530. C'est le niveau à tenir. Ce machin, pour repasser bullish, il faut dépasser une résistance. Et c'est le niveau des 2000, 2100 qu'il faut reprendre. Solana a basculé sous cette zone, a enfoncé la zone support. Lueur d'espoir, on peut voir cette div. Bon, pareil. Pour Solana, pour que ça reparte, il faut reprendre le niveau des 110, 120. Le BNB s'est tendu, mais il tient cette ligne de tendance. Et le Kumo du système Ishimoku, pareil, là, il faut que ça... De toute façon, tous ces marchés sont sur des niveaux où il faut que ça se reprenne. Ils sont tous sur des niveaux où il faut que ça se reprenne. Pour le token Jupiter, Jup, le truc est quasiment revenu au point de départ en termes de market cap, mais pas tout à l'heure, pas tout à fait. On a une sorte de structure ici en A égale C. On a une sorte de structure en A égale C. Je l'avais quelque part. Où est-ce qu'il est passé, le Jup? Je sais plus. Hop, on va se le remettre là-dessus. Bon, là, je suis en log. Hein. On a fait le 1.38.2. Le 1.38.2 pour une structure en 3 temps. Ça, c'est pareil. Hein, sans stabilisation, sans pattern, sans rien, ça reste un couteau qui tombe. On peut toujours trouver des supports. Les ratios de retracement, les ratios d'extension, mais sans un signal de force. Pas anticiper le bottom. Voilà, les amis, nous restons donc dans l'expectative de l'actualité qui va tomber concernant cette guerre commerciale. Mais pour l'instant, Bitcoin a tenu. L'essentiel, c'est de réserver l'ex ATH. À suivre, semaine. Merci à tous.